Bonjour Raphaël Enthoven. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur de philosophie, mais c'est un ami déçu que je reçois aujourd'hui. Vous faites paraître aux éditions de l'Observatoire un livre numérique intitulé « Lettres au pluriel à un ami arabe », un texte écrit après le 7 octobre. Vous écrivez que les massacres du Hamas en Israël ce jour-là n'ont pas changé votre compagnon d'armes intellectuel, qui n'est pas nommé par son identité, mais qu'ils ont au contraire révélé ce qu'il a toujours pensé sur Israël et partant ce qu'il a toujours été. C'est une amitié qui n'y survivra pas? Non, c'est ça qui est terrible. On se dit en général dans la vie que les différends politiques ne doivent pas entamer l'amitié et que la qualité d'une amitié se mesure à son aptitude à résister à des désaccords. Et que d'une certaine manière, le fait que Sartre et Aron se fâchent parce qu'ils se disputent... J'ai appris que ça avait eu lieu à Juan-les-Pins. Oui, à Juan-les-Pins en 1946. Oui, c'est là qu'Aron a compris qu'il ne pourrait pas s'entendre quand Sartre a dit qu'entre les États-Unis et l'URSS, il choisirait l'URSS. Le fait que... Comment dire, c'est toujours une faiblesse de se fâcher parce qu'on se dispute ou parce qu'on est en désaccord. Le problème, c'est que depuis le 7 octobre, l'alternative qui nous est offerte, les deux termes de l'alternative ne sont pas équivalents. C'est pas deux visions du monde qui sont présentes en fait. Il n'y a pas d'équivalence entre les deux. L'adoption du point de vue du Hamas depuis le 7 octobre ne fait pas seulement que disqualifier une opinion, il la souille d'une certaine manière, et c'est aussi le récit, ces lettres sont le récit d'un ami qu'on a perdu à cause de ça, oui. Cet ami arabe auquel vous vous adressez, il existe réellement ou c'est une métonymie représentant toutes les personnes avec lesquelles c'est une métonymie, c'est une accrétion de plusieurs personnages merveilleux d'ailleurs, mais qui ont tous en commun effectivement d'être des apostats de l'islam, ce qui est très compliqué dans le monde musulman, être un apostat. C'est pas du tout évident. On vous dénie la qualité de musulman quand vous perdez la foi, ce qui paraît absurde dans le monde juif, par exemple. Enfin, dans un certain monde juif, en tout cas. Ce sont des apostats libéraux, républicains, toxicomanes pour certains, en tout cas amoureux de la vie et alcooliques, et qui ont basculé avec le 7 octobre, qui, avec le 7 octobre, au lieu de défendre le seul endroit du Proche-Orient où on pouvait mener le genre d'existence qu'ils chérissent, ont choisi de basculer dans la dénonciation d'un apartheid imaginaire ou d'un génocide imaginaire. Et c'est là que s'opère une rupture qui, malheureusement, le hiatus qui se crée ici, l'abîme qui se crée ici, ne me paraît pas franchissable. Alors, vous l'avez indiqué à l'instant, vous vantez les mérites du désaccord en amitié. Je vous cite, page 10. « À quoi bon la compagnie des autres s'il s'agit de s'entendre sur tout ?» Que vous inspire, au-delà de votre cas ou de vos cas personnels, les déchirures amicales de ces derniers mois dans le pays, qui autour du conflit israélo-palestinien, qui autour des dernières élections législatives? Est-ce que la tendance à l'extrême polarisation des débats, favorisée notamment par les réseaux sociaux, déchire progressivement les liens qui font que nous formons... malgré nos désaccords, une société? Je ne sais pas si c'est nouveau, en tout cas, le phénomène que vous décrivez, puisqu'il y avait le même phénomène au moment de l'affaire Dreyfus et le fameux dessin de Carandache. N'en parlons pas, ils en ont parlé, où l'on voit une assemblée qui s'entretue parce qu'ils ont parlé de l'affaire Dreyfus. La polarisation à l'époque n'était pas moindre. La polarisation n'est pas un enfant des réseaux sociaux, elle a été dopée par les réseaux sociaux. Donc effectivement, il est aujourd'hui extrêmement difficile de se parler sans se battre. Mais le passage auquel vous faites référence est en réalité une référence implicite à Montaigne. Il y a dans un chapitre des essais de Montaigne, et je veux donner la référence ici pour que nos auditeurs l'aient, c'est le chapitre 8 de la 3e partie. C'est un chapitre très important. C'est un chapitre sur l'art de la conversation. Et dans ce chapitre, Montaigne explique qu'il se sent plus fier de la victoire qu'il remporte sur lui-même quand il change d'avis, que de la victoire qu'il remporte sur l'autre quand ses arguments le convainquent. Autrement dit, la vraie victoire dans une discussion, c'est la victoire qu'on remporte sur soi quand on est capable de changer d'avis. Ce modèle-là est un modèle merveilleux, introuvable en démocratie, où la moindre concession est perçue comme une faiblesse, où vous ne pouvez pas dire à l'adversaire « Ah tiens, sur ce coup-là, c'est vous qui avez raison », alors qu'il faudrait être très fort pour le faire. Donc c'est introuvable en démocratie et en même temps c'est un Graal démocratique. Et ce Graal démocratique est atteint par l'amitié. L'amitié permet cela. L'amitié permet la concession qui n'est pas une faiblesse. L'amitié autorise. C'est l'écrin des concessions véritables. La concession rend plus intelligent ?
Dans le La dialogue ? possession rend plus intelligent, le goût de penser contre soi-même rend plus intelligent. Les périodes de polarisation sont des périodes où vous êtes privé de penser contre vous-même par l'accusation qu'on fait peser sur ce que vous êtes. Vous êtes obligé de vous défendre de ce que vous êtes au lieu de plaider ce que vous dites, et donc vous n'avez même plus la liberté de penser contre vous-même ou de vous poser les bonnes questions. Par exemple, mes opinions sont-elles le fruit de mon identité ? Question très importante, question que tout le monde doit se poser. Mais c'est une question qu'on n'a pas la liberté de se poser quand d'autres vous regardent et vous traitent de sale sioniste. Vous ne pouvez plus. Penser contre soi-même, en l'occurrence, ça serait trahir ? Parce que la liberté de penser contre soi-même, elle n'est possible que dans un monde où l'on ne vous met pas en accusation pour être ce que vous êtes. La liberté de penser contre soi-même, elle est rendue possible par un univers dépolarisé où précisément on ne vous fait pas le reproche de ce que vous êtes, mais on écoute ce que vous dites. Vous constatez que le cas limite, en tout cas dans cette relation amicale, du désaccord bienvenu entre amis est Israël, le rapport à l'État juif. Pourquoi est-ce le maître étalon de cette relation ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que les lettres racontent donc ce point de bascule, le moment où entre le 6 et le 8 octobre, un ami merveilleux, libéral, drôle, alcoolique, joyeux, etc., du jour au lendemain se met à plaider pour le boycott de la nation meurtrie et à parler d'apartheid et de juste réponse aux souffrances qu'elle a fait subir. À la seconde où ces paroles-là sont prononcées, la rupture qui s'opère est une rupture dont je ne sais pas pourquoi elle est vécue comme définitive par le narrateur. Il y a là quelque chose d'absolu, en fait. Il y a là une impossibilité de se comprendre définitive. Il y a là un deuil à faire de toute urgence. Vous savez, parfois vous êtes un ami que vous aimez depuis des années et qui dit quelque chose ou qui révèle, dont vous découvrez soudain qu'il adore tuer les animaux, par exemple, alors que vous êtes végane et qu'il ne le sait pas. Bref, et dont vous découvrez un défaut soudain qui vous le rend absolument infréquentable. Mais ça n'est pas une évolution pour vous, c'est un dévoilement. C'est un dévoilement. C'est un dévoilement parce que c'est un affect qui, quand on le découvre, quand il se révèle, en l'occurrence, je crois on peut parler d'antisémitisme, c'est un affect qui, quand il se révèle, témoigne qu'il a toujours été là. Et le narrateur de ces lettres en veut pour preuve le fait que, dans les 1000 conversations qu'il a pu avoir avec l'ami en question, le sujet en question, le judaïsme, bizarrement, n'a jamais été évoqué. Comme si les inconscients avaient pris la précaution d'eux-mêmes de ne pas aller sur ce terrain miné. Comme si, en somme, je l'avais toujours su et je n'avais fait que le découvrir. Est-ce que vous avez lu, pendant l'écriture de ces textes, la lettre à un ami arabe rédigée par André Chouraki en 1969, donc on est 2 ans après la guerre des 6 jours. Le narrateur Matatis écrit ainsi à son ami arabe qui se prénomme Ahmed. Au bout de 20 ans, nous sommes devenus des étrangers l'un pour l'autre et pourtant, notre ascendance, nos études, les projets que nous faisions nous préparaient à un même avenir. Et je connaissais même pas l'existence de ce texte, c'est vous qui me l'apprenez maintenant. Moi, mes lettres étaient dictées, si j'ose dire, par les lettres à un ami allemand de Camus. C'était celle-là que j'avais en tête. Je ne connaissais pas l'existence de cette lettre. Oui, il a raison de le dire en 69. Il a raison de le dire. Les sociétés étaient beaucoup plus intriquées à cette époque-là qu'elles ne le sont aujourd'hui. Nous avons considérablement régressé de ce point de vue. Les sociétés étaient plus fondues les unes dans les autres. Reste que je connais pas le reste du texte, donc c'est difficile pour moi d'en parler. Raphaël Enthoven, vous relevez l'existence d'un 2 poids 2 mesures qui voit les défenseurs les plus sincères, les plus acharnés des minorités, notamment sexuelles, se taire lorsque ces mêmes droits sont violés par le Hamas dans la bande de Gaza. Que trahit ce silence ? C'est le fameux argument des concernés, vous savez. L'argument des concernés, c'est très intéressant. C'est si vous n'êtes pas homosexuel, vous ne pouvez pas parler d'homophobie. Si vous n'êtes pas noir, vous ne pouvez pas parler de négrophobie. Si vous n'êtes pas musulman, vous ne pouvez pas parler, je mets le mot entre guillemets, d'islamophobie. Mais en revanche, si vous êtes juif, alors là, vous ne pouvez pas parler d'Israël. Autrement dit, l'identité qui, dans tous les cas précédents, vous confère le droit de parler plus que les autres, dans le cas du judaïsme, vous dénie le droit de parler plus que les autres. Il y a là une exception à mon avis tout à fait délétère et qui renseigne
sur le rôle que les bons sentiments peuvent jouer dans un antisémitisme qui s'ignore. Cet enfermement des Palestiniens, parfois dans la position des victimes absolues, des victimes éternelles même, favorise les comportements les plus radicaux, les plus extrémistes de la part de leaders palestiniens, des leaders palestiniens. Pas forcément des leaders palestiniens, mais des gens qui les soutiennent. Quand vous préemptez le rôle de la victime, vous pouvez aller très très loin. Vous pouvez commettre un pogrom et on dira que c'est pas de votre faute. Il y a un contexte. C'est un contexte, c'est 75 ans d'occupation. Vous aurez des gens érudits pour dissoudre ce crime absolu dans des décennies soi-disant d'occupation de manière à ce qu'il perde tout son relief. Quand vous préemptez le rôle de victime, vous pouvez commettre toutes les violences. C'est vrai en démocratie aussi. Chaque fois, par exemple, vous savez, au moment des antivax, etc., un jour un pharmacien se fait agresser. Commentaire d'Ivan Rioufol, qui était frénétiquement en défense des antivax, le véritable pyromane est à l'Élysée. C'est extraordinaire cet argument. C'est-à-dire que la violence que vous infligez renseigne uniquement sur la violence que vous avez subie. Si je suis si violent avec toi, c'est dire combien je suis victime. Ça prouve combien je suis victime. Donc l'ampleur du crime déresponsabilise aussi. Non seulement déresponsabilise l'auteur, mais surtout on déresponsabilise l'auteur en voulant expliquer la barbarie, mais surtout, on se sent soi-même pur en le faisant, et on a le sentiment en le faisant, non pas d'être violent, mais d'être en réaction à une violence supérieure. Notre violence témoigne de la violence qu'on a subie. Ce sophisme qui perdure en démocratie, qui fait qu'on justifie la violence en faisant le symptôme de la violence d'État ou d'une violence subie, et dans le conflit israélo-palestinien, trouve son sommet avec les gens qui, le 7 octobre ou le 8 octobre, expliquaient doctement que tout ça n'avait pas surgi en vase clos. Vous pensez notamment au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, absolument, la peste l'étouffe, qui a déclaré que cet événement n'avait pas surgi en vase clos. Il faut rester sur cette proposition de Guterres, c'est très important. Parce que quand il dit que le 7 octobre n'a pas surgi en vase clos, que dit-il ? D'abord, il se donne l'air de la compréhension, de l'explication, de la connaissance exhaustive du phénomène. Il ne faut pas s'en tenir aux apparences, il faut voir the big picture. Il faut regarder les choses dans leur ensemble. En réalité, que fait-il ? Il noie, il inscrit dans un tissu causal plus large que lui un pogrom, le 7 octobre, de manière à en faire la conséquence de quelque chose. Tout s'explique, tout se justifie. Tout s'explique, alors, tout se justifie. Il ne dira pas que ça se justifie. Il se contentera de minorer la chose en la rendant explicable. C'est un négationnisme très subtil. C'est un négationnisme qui ne peut pas nier l'événement. C'est difficile de nier le 7 octobre, c'est difficile. Il y a quelques tarés qui le font, mais c'est très compliqué quand même parce que les assassins eux-mêmes se sont vantés de leurs crimes et les ont mis en ligne. Donc c'est très difficile de nier le 7 octobre. En revanche, comme on ne peut pas lui ôter son caractère incontestable, on va lui ôter son caractère innommable en lui substituant un caractère explicable. Il y a 2 exemples à ça, les 2 meilleurs exemples. C'est Guterres qui dit que ça n'a pas surgi en vase clos, ce qui est une phrase monstrueuse. Et c'est Judith Butler, bien sûr, pour qui le 7 octobre est un soulèvement légitime. Ce sont les mots qu'elle emploie. Il y a une scène qui vous interpelle beaucoup, celle qui voit certaines personnes au nom de la cause palestinienne arracher les affiches d'enfants otages dans les rues de Paris, voir peine leurs mains de rouge vif, crier le slogan du fleuve à la mer. Est-ce qu'ils soutiennent objectivement et en toute connaissance de cause désormais la destruction de l'État d'Israël ? C'est très important l'histoire des mains rougies parce que il y a 2 temps dans cette histoire. Vous avez des gens qui, parce qu'ils n'étaient pas nés en 2000, ignorent de bonne foi que les mains rougies rappelle les mains du Palestinien de Ramallah qui a montré ses propres mains rougies du sang des soldats israéliens qu'il venait d'éviscérer. Donc il y a... Au tout début de la seconde intifada. Tout début de la seconde intifada, on est en 2000, on est à Ramallah. Cette image a fait le tour du Proche et du Moyen-Orient, elle a fait le tour du monde en réalité. Tout le monde connaît cette image, mais peut-être qu'un étudiant, un millénial de 24 ans, il a jamais vu ça, d'accord. Donc il y a ce premier temps. Et puis,
il y a le deuxième temps où des âmes charitables, Johann Sfar, d'autres, moi-même éventuellement, certains, bref, renseignent les étudiants et ceux qui se peignent les mains sur le sens que ce geste peut avoir. Et là, c'est là qu'entrent en scène les idiots utiles. C'est là qu'entrent en scène les idiots utiles dont le travail est de dire « Oui, ça veut dire éviscération à Ramallah, mais ça veut aussi dire halte au carnage » et ils brandissent à ce moment-là quantité d'images, comme si le fait que ces images signifient halte au carnage les excusait de signifier tuons des juifs. Et de cette manière, par cette comptabilité funeste qui dissout le sens mortifère de ces images dans un sens plus bien pensant, par cette comptabilité funeste, les gens sont insensiblement conduits à se repeindre les mains en rouge alors qu'ils savent ce que ça veut dire. Tout en se taisant, ça vous interpelle ça aussi? Mais oui, alors le silence me frappe plutôt dans le cas des arracheurs d'affiches, des gens qui arrachent les affiches d'enfants otages dans la bande de Gaza. J'étais très frappé par le fait que quand on interpelle les gens qu'on filme en train d'arracher ces affiches, ils ne répondent pas. Ils répondent à côté, ils répondent autre chose, ou alors ils lancent des borborigmes comme génocide ou je sais pas quoi. Mais ils répondent pas, ils n'ont pas envie de répondre en fait. Ils n'ont pas envie de répondre pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils sont en train d'arracher des photos d'enfants otages dans la bande de Gaza. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire, mais c'est plus fort qu'eux. Ça m'a fait penser à un épisode de... Pardon pour ceux qui l'ont pas lu, mon Dieu. Lisez La fin du parfum, les amis. Lisez Le Parfum, ce chef-d'œuvre de Suskind. Il y a un moment où on dévore quelqu'un, où l'on le dévore. Et les gens qui dévorent cette personne le font en silence. Parce qu'ils sentent en eux qu'il y a là quelque chose d'indicible et de plus fort qu'eux. Sacrilège, écrivez-vous. Ouais, sacrilège. L'arrachage des affiches renseigne sur la porosité de la nature humaine au mal absolu, c'est-à-dire que on croit qu'on a vaincu la bête infâme et du jour au lendemain, des milliers de gens, des gens ordinaires, des gens comme vous et moi, se lèvent et pour se détendre, vont chercher des photos de juifs dans la rue pour les arracher. Ce qui est aussi une façon de participer un peu au massacre. Le corps qu'on peut pas déchirer, on peut l'arracher, si vous voulez. Ce que je veux dire, c'est que c'est dans les rangs de ces gens-là qu'on recrute les assassins de demain. J'allais y venir. Ces gens-là sont comme toi et moi, et pourtant, mon ami, c'est dans le rang qu'on recrute les assassins de demain. Vous considérez, Raphaël Enthoven, que sont créées depuis le 7 octobre, notamment en France, les conditions de meurtre antisémite à l'avenir ? Bien sûr. Alors, il y a, bien sûr, le contexte est celui-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut tuer des juifs, il a à sa disposition tout un arsenal d'arguments qui lui sont fournis principalement par la France insoumise, mais pas seulement. Mais il a tout un arsenal d'arguments qui justifie à ses propres yeux son passage à l'acte. Il ne s'agit pas d'imputer au langage le passage à l'acte. Ce ne sont pas les paroles qui tuent. Celui qui passe à l'acte est encore responsable du geste qui est le sien. Mais de faire au langage le procès de favoriser, de créer un terrain propice à cette décision qui reste la décision d'un individu, naturellement, et non pas du théoricien dont il s'inspire. Je voudrais qu'on parle un tout petit peu de politique, même s'il y a évidemment un lien avec ce qu'on vient de dire. Les ouvriers, les employés ont voté assez massivement pour le Rassemblement national aux européennes et aux législatives. Diriez-vous que Jean-Luc Mélenchon et au-delà l'extrême gauche, à quelques exceptions près, ont abandonné dans leur campagne les prolétaires au profit des Palestiniens ? Oh, il y a deux questions dans votre question. D'abord, dans le tour ouvrier que le Rassemblement national donne à ses campagnes, qui est à mon avis une imposture totale, parce que les mesures qu'il propose ne sont en rien favorables au monde du travail, mais le tournant... En particulier depuis l'alliance avec Éric Ciotti. Oui, mais bien sûr, bien qu'il pour la retraite à 65 ans, on va se marrer. Enfin, on va pas se marrer d'ailleurs puisqu'ils auront rien du tout, mais bon, bref, on se marre déjà. Le tournant ouvrier du Rassemblement national n'est pas exactement un tournant. Dans Germinal, on est au 19e siècle. Les patrons, il y a la grève dans les mines, le Voreux s'arrête, et les patrons, pour casser la grève, emploient des Belges, font venir des Belges, des Borains. Ils les font venir pour remplacer les ouvriers. Et quand on voit passer les Belges avec leurs instruments, etc., pour aller à la mine, le Maheu, qui est le héros, dit « Ah, c'est quand même pas des étrangers qui vont nous prendre notre travail ».
on avait déjà l'esquisse d'une sainte alliance, d'une certaine manière, entre la préservation des frontières et, enfin, de l'illusion selon laquelle la préservation des frontières était une condition de la préservation des acquis sociaux. Donc c'est pas étonnant qu'aujourd'hui l'extrême droite donne un tour ouvrier à sa propre campagne. Ce qui est plus désolant, c'est effectivement de l'autre côté, enfin ce qui est vraiment désolant, c'est de l'autre côté, l'abandon littéral de la condition ouvrière au profit. Alors, en fait, c'est le remplacement dans une victimologie céleste de la figure de l'ouvrier par la figure de l'arabe. Dans une représentation victimaire à gauche, vous savez, c'est l'anti-bouc émissaire, si vous voulez. C'est l'anti-bouc émissaire. L'extrême droite a besoin d'un bouc émissaire. L'extrême gauche a besoin d'une certaine manière d'un sauveur auquel s'identifier ou d'un martyr sauveur auquel s'identifier. En l'occurrence, la figure de l'arabe a remplacé la figure du prolétaire. Voilà, c'est une petite révolution. Le dispositif est rigoureusement identique. Mais merci beaucoup. Raphaël Enthoven d'avoir été avec nous cet après-midi pour nous présenter vos lettres à un ami arabe publiées par les éditions de l'Observatoire en format numérique. Bon après-midi à vous. Merci.